Bonjour à tous. Je vais donc être le premier à rentrer un peu dans le dur du sujet et sur le bilan finalement de l'exercice. En particulier, moi j'étais détaché, on va dire, de l'animation au sein de la cellule de crise à Paris pour servir un peu d'yeux et d'oreilles et relayer finalement le ressenti des participants pour que l'animation puisse adapter son rythme. Et à ce titre, je me suis plutôt attaché à observer la manière dont les participants s'étaient organisés et fonctionnaient le jour de l'exercice. Alors, je vais commencer d'abord par faire une présentation un peu des bonnes pratiques ou des grands principes d'organisation face à une crise, en particulier cyber, avant d'en venir plus particulièrement au cas de l'exercice de genre. Je vais passer vite sur finalement la définition de qu'est-ce qu'une crise. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'une crise, c'est un événement, ou des événements profondément déstabilisants et pour lesquels une procédure classique ne peut pas répondre. On peut avoir des incidents majeurs qui ont des impacts graves, néanmoins, on peut avoir aussi une procédure qui permet de traiter l'événement de bout en bout. Une crise, c'est imprévisible, c'est soudain et ça peut déséquilibrer fortement l'organisation qui l'a subie. Des origines très variées, des origines naturelles, environnementales, humaines et, dans le cas qui nous intéresse précisément, technologiques, puisque c'est le cas des crises induites par des cyberattaques. Alors, un dispositif de gestion de crise, c'est plusieurs choses. C'est d'une part une organisation. Concrètement, la plupart du temps, ça se manifeste par des cellules de crise qui sont mobilisées pour traiter, piloter l'ensemble des actions qui permettent de résoudre la crise, mais aussi des processus, plutôt des processus, on va dire, de gestion, comment je vais activer ma cellule de crise, comment je devrais construire un bon plan de défense, si je prends le cas d'une cyberattaque, et aussi un certain nombre de moyens, des moyens purement logistiques. On parlait de salles de crise tout à l'heure, de téléphones, mais aussi parfois des moyens spécifiques pour traiter des crises du type cyberattaque, par exemple un petit système d'information sain, potentiellement sur une technologie différente du système d'information de l'entreprise. Donc, en particulier, quelle organisation pour gérer une crise? Ce que je vous présente là, c'est finalement une organisation, je dirais, assez classique de cellules de crise. En fonction de la taille, bien évidemment, de l'organisation, il peut y avoir plus ou moins de cellules. Ça peut aller de une pour une petite entreprise à plusieurs dizaines dans le cadre d'entreprises de taille conséquente. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a un certain nombre de rôles. Il y a un rôle décisionnel, souvent plutôt au niveau de la direction, qui va finalement faire les prises de décision stratégiques. Pour cela, ils vont se reposer sur un certain nombre de cellules de crise opérationnelles, souvent qu'ils sont déclinées par métier. J'entends par métier à la fois les business, mais aussi l'IT, ça peut être aussi la communication, qui vont finalement prendre ces décisions, les décliner en plan d'action et piloter des opérationnels pour les mettre en œuvre. Ces opérationnels vont mettre en œuvre ces actions et puis faire un reporting de la situation, reporting qui devra être finalement pris en compte par la cellule de crise opérationnelle et synthétisé pour faire un point de situation clair auprès de la cellule décisionnelle et demander les grandes décisions, les grands arbitrages à prendre pour continuer à traiter les événements. Donc, dans notre cas, pour l'exercice, notre cellule de crise, comme on sait face à des structures de taille assez raisonnable, devait traiter à la fois une dimension décisionnelle et une dimension, je dirais, pilotage opérationnel de la crise. Après, quel rôle propre au sein de cette cellule de crise? Classiquement, ce qu'on va retrouver, c'est un directeur. Il faut quelqu'un qui pilote le navire, donc qui va, d'une part, réaliser les arbitrages lorsque c'est nécessaire, quand les membres de la cellule, finalement, n'arrivent pas vers une décision, c'est lui qui tranche en dernier recours. C'est lui qui va aussi insuffler la dynamique et le rythme de la cellule en imposant un certain nombre de points de situation, un certain nombre de points de décision. Et c'est souvent lui aussi qui va faire le lien avec d'autres parties prenantes de l'organisation. Souvent, le directeur de crise n'est pas nécessairement la direction générale, mais en revanche, c'est en contact avec la direction générale qui va rester plutôt en dehors de la crise. Le second rôle fondamental, c'est celui de PMO, de secrétaire de crise. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va tenir le journal de crise, la main courante, pour assurer une traçabilité des événements, des actions, des décisions. C'est d'autant plus important, et j'y reviendrai plus tard, dans des crises cyber qui sont potentiellement des crises au long cours
et qui, par conséquent, peuvent amener une rotation des équipes qui vont gérer la crise. Et donc, être capable de revenir sur ce qui a été fait par vos prédécesseurs, c'est le PMO qui, finalement, porte cette responsabilité. Il va aussi avoir la responsabilité de générer les points de situation, de les synthétiser et de diffuser largement, finalement, cette vue commune de la situation de la crise. Et un troisième rôle qui, lui, est parfois un peu négligé, c'est celui de conseiller de crise, qui est intéressant parce qu'il doit apporter finalement un point de vue d'expert et la prise de recul que les membres de la cellule de crise qui sont en train de gérer l'opérationnel ne sont pas nécessairement en mesure d'avoir parce qu'ils sont systématiquement dans l'action. Donc voilà la troisième dimension que pourrait être amené à traiter le troisième rôle fondamental, je dirais, d'une gestion de crise. Maintenant, pour en venir au cas spécifique du cyber, je dirais qu'il y a quatre grandes dimensions qui sont, non pas, on ne va pas les retrouver dans d'autres crises, mais en tout cas qui sont particulièrement exacerbées. La première, c'est l'incertitude. Finalement, on dispose assez peu d'informations fiables, des informations parcellaires, et on a tout un écosystème qui va nous solliciter pour avoir de l'information, et donc c'est quelque chose qui est complexe à gérer. Le second point, c'est qu'on fait face à une menace qui est intelligente. Donc, toute action que l'on prend peut enclencher une réaction de la part des attaquants ou en tout cas du groupe d'attaquants qui est en face de nous. Et donc, ça demande aussi de réfléchir et de se mettre dans la peau de l'attaquant. Enfin, la prolifération, eh bien, à la différence d'un incendie par exemple, les crises cyber peuvent casser les frontières, finalement ne pas avoir de limitation géographique dans leur propagation. Le dernier point, j'en ai parlé un peu, c'est la durée. L'attaquant va dérouler un plan d'attaque qui lui souvent est très rapide, là où l'entreprise où l'organisation a un peu plus d'inertie. Et donc, il y a un risque d'être dépassé par la menace parce que on a une rapidité d'exécution de l'attaquant et, à l'inverse, un temps de mise en œuvre de la réponse qui, lui, peut être beaucoup plus long. Maintenant, pour notre cas de l'exercice écran 2017, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout d'abord, globalement, les événements ont été gérés par les cellules, ce qui est déjà une bonne chose, et ce qui rend déjà le bilan positif. Les cellules et les participants sont immédiatement organisés, ils sont clairement répartis les rôles, ils sont notamment bien répartis les responsabilités, puisqu'ils avaient chacun un périmètre bien défini, et qui n'est pas naturellement forcément le leur au départ. Et ils ont partagé un certain nombre de réflexes, de bons réflexes, à savoir toujours vérifier les identités des personnes qui les contactaient, ne pas communiquer sans validation de la cellule globale. Sur le sujet, par exemple, de la vérification d'identité, ça a presque été une difficulté pour l'animation qui n'arrivait pas à contacter les cellules parce qu'on leur demandait systématiquement de confirmer leur identité, d'apporter la preuve. Après, sur les pistes d'amélioration, je dirais qu'on a plutôt trouvé les travers de premiers exercices, à savoir qu'il n'y a pas ce réflexe de prendre un peu de recul parce que, j'allais dire, on prend le bouillon, très concrètement, à savoir qu'on a plein d'informations qui nous arrivent, on n'a pas forcément la capacité à faire le tri. Et c'est notamment le fait qu'il n'y ait pas nécessairement eu de conseiller de crise qui, à mon sens, a pénalisé cette dimension-là. Un autre biais qu'on a insufflé, c'est, vous avez vu dans la vidéo qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été interviewées pendant la crise. Et à ce titre, finalement, il y a des rôles qui étaient laissés vacants pendant des périodes qui pouvaient aller de 5 à 10 minutes. Et ça a participé parfois à une désorganisation des cellules parce qu'il n'y avait pas forcément une répartition des backups qui avait été imaginée dès le début. Et enfin, parfois un petit manque de structure peut-être dans la prise de décision, ce qui fait qu'à mon sens, il y a un certain nombre d'aspects métiers qui n'ont pas été autant pris en compte que ce qu'ils auraient pu être. Notamment, la cellule de crise de Paris n'a pas complètement qualifié sa dépendance vis-à-vis de son prestataire qui était Amédic d'un point de vue métier. En fait, c'est assez classique, mais de par les profils des personnes qui étaient au sein de la cellule, ils s'attachaient beaucoup à l'aspect technique de la crise et sans parfois qualifier tous les impacts des décisions qu'ils prenaient. Néanmoins, le bilan globalement était très positif et de type personnel, et je pense que c'était partagé, on trouve tous que les participants sont très bien organisés et ont très bien su faire face aux événements qu'on leur proposait. Donc, en synthèse, quel bon réflexe dans une crise cyber? Le premier, c'est
identifier qui tient les rôles fondamentaux et qui assure leur backup en cas d'absence. Organiser globalement la logistique de crise, puisque là on était sur une crise de 2h30, mais sur une crise qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans les pires des cas, c'est important d'anticiper toute la dimension logistique, notamment le repos des équipes. Structurer, tracer, partager les décisions. On a vu dans la vidéo également qu'il y avait dans la cellule de Paris un partage sur un paperboard de la situation. Ça n'a pas été fait forcément tout le long de l'exercice. Néanmoins, ça permet que les personnes qui s'absentent, par exemple, puissent rapidement avoir une vision de où on en est, quelles sont les actions en cours et comment finalement la cellule de crise avance dans son traitement de la crise. Prendre le temps d'identifier les impacts des décisions. C'est assez basique, mais finalement, je dirais sous la pression des événements, sous le nombre d'informations que l'on a, c'est important d'imaginer quelles peuvent être les conséquences des décisions que vous prenez. Je pense que l'exemple le plus simple, c'est si jamais vous coupez un site internet, derrière, immédiatement, ça peut avoir des impacts sur le métier et donc des conséquences sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. Dans certains cas, à l'inverse, la question ne se pose même pas. Parce que la contamination est trop importante. Donc, prendre le temps de réfléchir aux décisions et même en allant plus loin, prendre du recul et se mettre dans la peau de l'attaquant. Comme je dis, on fait face à une menace qui est intelligente et donc qui sait faire diversion, qui sait attirer l'attention des équipes d'investigation loin de sa cible initiale. Et donc, c'est important d'essayer de mettre un sens derrière l'attaque et de comprendre ce que la personne derrière cherche. On a parlé d'un certain nombre de motivation tout à l'heure, ça peut être idéologique, ça peut être de la nuisance pure, ça peut être de la fraude. Donc c'est important parfois de prendre un temps de réflexion et imaginer quelle est la véritable intention finalement de la personne en face de moi. Après, maîtriser sa communication et rester discret sur sa stratégie de défense. Très concrètement, si vous communiquez des éléments sur la stratégie de défense, notamment dans la presse, les attaquants eux-mêmes lisent la presse et donc peuvent se nourrir de cette information pour adapter leurs réactions et finalement faire de plus en plus de dégâts. Un exemple que j'aime bien citer, c'est l'assureur Ansem aux États-Unis qui avait communiqué dans la presse en annonçant que les clients impactés par une fuite de données seraient individuellement contactés pour les accompagner. Bien évidemment, les attaquants ont eu cette information et en ont profité pour réaliser un phishing de masse sur leurs clients pour récupérer encore plus de données, puisqu'ils ont été bien évidemment beaucoup plus réactifs que l'entreprise elle-même. Donc, restez discret, maîtrisez votre communication et ne donnez pas d'informations qui pourraient être utilisées contre vous. En conclusion, l'aspect fondamental, et je pense que monsieur le préfet de police l'a bien dit avant, l'essentiel c'est de se préparer et de s'organiser en amont. Je l'ai dit au départ, évidemment on est dans une crise, on ne peut pas tout prévoir. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, dès maintenant, préparer des choses. L'idée c'est que tout ce qui est déjà préparé, rodé, c'est tout un ensemble de difficultés que l'on évitera au moment où on sera en crise. Ne pas se poser des questions finalement basiques de qui a quel rôle, où est-ce que l'on va pour se réunir. Déjà, c'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner et donc potentiellement, ça permet de consacrer ce temps à une meilleure prise de décision, une meilleure analyse de la situation. Et ça nous permet de mieux gérer la crise le jour où elle nous arrive. Donc ça demande d'une part de formaliser un certain nombre de choses, de s'organiser, donc définir la gestion de crise de votre groupe, éventuellement de vos filiales, même plus largement à l'extérieur, on va dire, de l'organisation. Ça demande aussi de monter en expertise. Il y a un certain nombre de professionnels et d'experts de la gestion de crise, et notamment du cyber. On en a mentionné notamment dans les instances publiques tout au long de ces premières interventions. C'est intéressant de les avoir identifiés et d'être en mesure de les impliquer le jour où il vous arrive quelque chose, et même potentiellement dans vos exercices à vous. Et le dernier point, et même s'il paraît évident, il est fondamental, c'est tester les dispositifs, et notamment par la réalisation d'exercices, ce que le PLUIF a voulu vous proposer cette année, et j'espère pour de nombreuses années à venir. Tester par les exercices, c'est à la fois éprouver ce que vous avez défini, mais c'est aussi et surtout apprendre aux personnes à fonctionner en mode crise. C'est un mode de fonctionnement un peu particulier.
Et à ce titre, c'est essentiel que les personnes qui sont amenées à tenir des rôles dans une gestion de crise soient préparées à ce que ça va impliquer pour eux. C'est tout pour moi.